Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'espace Agora du sommet de l'élevage, un espace dédié à des conférences thématiques sur des sujets en lien avec la transition. Donc c'est un espace dont la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire via sa filiale, la BTE, la Banque de la Transition Énergétique. Et comme vous pouvez le voir sur les chaises, nous avons tout un programme de conférences thématiques proposées pendant les 4 jours du sommet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets intéressants que je vous invite donc à prendre une petite feuille, à la partager autour de vous pour venir nous retrouver sur cet espace Agora. Alors, au programme de cette conférence qui débute maintenant, on va parler de photovoltaïque, mais plus précisément de rénovation de toiture et de photovoltaïque. Et pour explorer ce sujet, eh bien, j'accueille à mes côtés Hervé Duclos, qui est directeur et cofondateur de Copper Green, l'un des pionniers du photovoltaïque en Auvergne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Laetitia. Et j'ai également à mes côtés Maxime Fage de la BTE. Maxime, donc, vous êtes expert sur ces questions de transition énergétique. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter la BTE, pourquoi elle est née, à quels besoins elle répond et comment elle fonctionne? Oui, bonjour à tous, merci. Alors, la Banque de la Transition Énergétique, donc BTE, c'est une marque de la Banque Populaire qui a été créée il y a 4 ans maintenant, donc en 2020. Elle a été créée pour différentes raisons. La première, c'était parce qu'il y avait de plus en plus d'épargnants de la Banque Populaire qui nous demandaient ce qu'on faisait de leur argent. Et du coup, on a créé des livrets et des comptes à terme dédiés à la transition énergétique. Et on utilise l'argent de ces livrets pour financer des projets liés à la transition énergétique. Ça peut être des projets photovoltaïques, de méthanisation, d'hydroélectricité. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un lien avec la transition énergétique. Tous ces projets financés, vous pouvez les retrouver sur notre site internet où il y a une traçabilité tous les mois. On peut voir quelle technologie a été financée, le détail de certains projets. Et donc vraiment avoir une épargne locale utilisée pour des projets en Auvergne-Rhône-Alpes. En 4 ans, on a récolté à peu près 400 millions d'euros d'épargne et financé 500 millions d'euros de projets. Donc ça a vraiment fait exploser ces financements liés à la transition énergétique, que ce soit énergie renouvelable ou optimisation énergétique des bâtiments. Une deuxième raison de la création de la banque, c'est d'avoir une équipe d'experts sur tous les sujets liés à la transition énergétique. Auparavant, sur les projets photovoltaïques, quand les banquiers avaient un peu peur, ne connaissaient pas la technologie, ils n'allaient pas forcément chercher les financements. Et donc aujourd'hui, on a une équipe dédiée qui va analyser les projets, challenger les business plans et pouvoir aller défendre les projets au sein des banques pour trouver des financements et donc accompagner les projets derrière. Au niveau des expertises, donc moi je suis plutôt sur les projets photovoltaïques, mais si vous avez des projets de méthanisation, d'hydroélectricité ou d'autres projets liés à la transition, on pourra vous accompagner aussi. J'ai d'autres collègues qui s'en chargent. Un autre point important, ça va être des offres de financement adaptées. L'idée, c'est vraiment de faire un peu un audit technique des projets et une analyse financière pour vous proposer des financements qui sont adaptés, avec potentiellement des différés d'amortissement pour venir couvrir la phase de développement des projets et ensuite lancer les mensualités, l'annuité de crédit une fois que le cash des projets est généré et que vous le facturez. Un autre point sur ces financements, on peut avoir des bonifications de taux qu'on va chercher dès que possible. Ça vous fait plaisir et ça nous fait plaisir. Donc voilà, ça fait des bonifications aux alentours de 40 points de base en général, à peu près 0,40%. Et le dernier point, les partenariats. On a créé un réseau de partenaires en lien avec la transition. Sur le photovoltaïque, on a des installateurs partenaires dans chaque région. On peut vous mettre en contact. Comment ils sont devenus partenaires? On a eu des bons retours sur leurs installations. On a analysé leur business plan. Ils étaient de qualité. Et donc, au vu de leur expertise, on s'était dit qu'on pouvait maintenant les conseiller à nos clients et donc vous mettre en contact si jamais ça vous intéresse. Les différentes thématiques qu'on va regarder à la BTE et sur lesquelles on pourra vous accompagner, donc on va les retrouver ici sur l'écran. Il va y avoir toute la partie énergie renouvelable, donc photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation, éolienne et chaleur renouvelable. Toute une partie performance énergétique et rénovation énergétique, donc efficacité, écomobilité, économie circulaire, qualité de l'air et gestion de l'eau. Et une partie innovation avec des projets hydrogène, de stockage d'énergie décentralisée et de chimie verte, avec vraiment des accompagnements pour tout type de clients, que vous soyez tiers investisseur ou chef d'entreprise dans un autre domaine, mais que vous souhaitiez vous lancer dans les énergies renouvelables, on vous accompagnera et on aura des offres adaptées pour vos projets. Ensuite, un petit point sur
le côté réglementaire. Je continue. Passons. Il y a des obligations de solarisation des bâtiments qui ont été mis en place, donc des obligations réglementaires. Par exemple, depuis le 1er juillet 2023, il y a une obligation de solarisation pour les bâtiments commerciaux, industriels, artisanaux de plus de 500 mètres carrés et pour les bureaux, que ce soit des constructions ou des extensions, de plus de 1000 mètres carrés. Il y a d'autres éléments qui vont pousser le développement du photovoltaïque. Ça va être l'obligation de solarisation des parkings de plus de 1500 mètres carrés et aussi, qui est en lien direct, ça va être le décret tertiaire qui va imposer pour les bâtiments tertiaires et commerciaux de plus de 1000 mètres carrés une obligation de réduction de consommation d'énergie de 40% d'ici 2030, puis de 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Sur les différents projets photovoltaïques qu'on peut voir en ce moment, il y a différentes stratégies. Soit des projets en vente totale qui sont vendus via un contrat garanti pendant 20 ans à EDF, soit des projets en autoconsommation totale sans vente du surplus sur le réseau, soit des projets en autoconsommation avec vente du surplus. Ce type de projet qu'on a beaucoup vu depuis 2 ans avec la hausse du prix de l'énergie et donc des entreprises qui voulaient de plus en plus autoconsommer pour réduire leurs factures et qu'on voit un peu moins aujourd'hui parce que le prix de l'énergie a baissé. Mais voilà, ça a été quand même un gros tremplin et ça a permis le développement de beaucoup de projets photovoltaïques, cette méthode. Pour rappel, ces projets en autoconsommation avec vente de surplus, EDF garantit l'achat aussi pendant 20 ans du surplus. Même si à un moment vous n'autoconsommez plus, vous pourrez quand même vendre EDF et donc avoir la sécurité d'avoir un revenu pour couvrir les annuités du projet. Et ensuite, que vous soyez tiers investisseur ou porteur directement des projets, on vous accompagnera sans souci là-dessus. Au niveau des tarifs, je pense qu'on en reparlera un peu après. Ce qu'on voyait beaucoup en ce moment, c'était des tarifs liés au contrat S21, qui sont des tarifs pour les projets de moins de 500 kW crête, avec un tarif qui évolue tous les trimestres, mais qui est le même du coup à chaque fois qu'un projet se développe pendant cette phase de temps. Et au-delà de 500 kW crête, on est en appel d'offres, donc on est sur un processus plus long, avec un dossier à déposer et des tarifs qui sont retenus ou pas en fonction des concurrents. Et dernier point, ici je vous ai mis un petit résumé d'un projet type en ce moment pour vous donner des ordres de grandeur. 100 kW crête, on l'installe sur 500 mètres carrés de toiture. Ça produit à peu près 110 MWh par an. Le coût a bien chuté depuis 1 an parce que le coût des panneaux a été divisé par 2. Et donc on voit des projets qui se rapprochent à peu près entre 60 et 80 000 euros pour des projets de 100 kW crête. Les charges d'exploitation, donc tout ce qui est assurance, maintenance, les taxes et impôts, TURPS, PIFER, ça représente à peu près 3 000 euros par an. Et les revenus, au vu des tarifs actuels, sont aux alentours de 11 500 euros par an. Ça évolue en fonction des projets. Il n'y aura pas les mêmes tarifs si on est en dessous de 100 kW crête ou si on est entre 100 et 500. Donc il y aura des petites spécificités en fonction. Là, je vous ai mis le tarif comme si c'était un plus de 100 kW crête. Voilà. Et voilà, je passe la main. Merci beaucoup Maxime. Hervé Duclos, donc je rappelle que vous êtes directeur et cofondateur du groupe Copper Green. C'est un groupe qui est né en 2008 et qui est basé à Clermont-Ferrand. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'entreprise, nous présenter le groupe ? Écoutez, oui, on est, comme vous dites, créé en 2008. Alors l'aventure a démarré dès 2007. Notre siège est, alors je me repère pas, est pas très loin, à 2 km à Clermont-Ferrand ici. Donc on est un peu les locaux de l'étape, comme nos partenaires de la BTE. Écoutez, nous on s'est créé effectivement d'abord ici. Je pense qu'on devait être peut-être le premier exposant, même avant la création en 2007. Il n'y avait pas tout ce bel espace avec toute cette économie autour de l'énergie. Alors on est ravis d'ailleurs de voir tous les compétiteurs, ça veut dire qu'il y a un marché. Et à l'époque, quand on est venu, on n'avait même pas de stand, on n'était même pas encore créé. On partageait le stand avec un domaine viticole. C'est pour vous dire, on n'avait pas de budget. Alors ça attirait beaucoup de monde, c'était pas mal parce qu'on avait les gens venaient boire un verre et au passage, j'ai acheté une centrale qui coûtait à l'époque très cher. Donc voilà, donc on s'est créé sur une idée simple qui était d'accompagner nos clients, futurs producteurs et pour vous donner en quelques... Non pardon, c'est ici, vous m'avez dit. Voilà. Donc la première création de société, c'était en 2008. Au début, beaucoup d'installations avec du conseil qui était l'ADN de notre entreprise. Très vite, nous sommes devenus producteurs d'énergie à notre tour, comme nos clients. Et j'allais dire presque un peu par hasard, parce que
Dès le démarrage, la volonté, on avait une majeure partie de nos clients qui étaient des éleveurs. On a tout fait pour qu'ils soient eux-mêmes producteurs et qu'ils aient la possession de cet actif, de cet outil de production. On est venu à la production, donc au tiers investissement, même c'est un terme qu'on utilise que je n'aime pas trop, mais c'est le tiers investissement, très rapidement pour aider les clients qui étaient en difficulté. Alors je vais me tourner vers le banquier. Ils avaient du mal à convaincre leur banquier seuls. Ils avaient du mal à apporter des garanties, ils avaient du mal à apporter des fonds propres. Donc on est arrivé en partenariat avec eux, soit momentanément, soit de manière durable. La plupart, c'est durable. Et donc progressivement, on a fait voler notre métier vers la production d'énergie et le développement installation jusqu'à aujourd'hui. Donc on a développé un peu plus de 500 projets pour l'ensemble de nos clients, dont un peu plus de 10% sont développés en propre, ce qui représente environ 100 millions d'euros de projets qui ont été développés. Voilà. Et notre positionnement est principalement Massif Central. On a une couverture nationale qui peut s'envisager à l'aide de tout un réseau d'entreprises qui ont notre ADN, avec qui nous sommes en groupement national. On a créé un groupement, le premier groupement national des développeurs et installateurs de projets photovoltaïques. Ce qui fait que n'importe quel client qui s'adresse à nous à Clermont-Ferrand peut retrouver la même qualité de service à l'autre bout de la France, mais toujours avec des PME et toujours avec le même socle de valeur. Alors le titre de cette conférence, on l'a vu sur votre diapo, c'était photovoltaïque et rénovation de toiture, l'équation impossible. Pourquoi ce titre ? Point d'interrogation, je crois. Point d'interrogation. Oui, alors j'ai vu que monsieur tout à l'heure regardait le programme. Le programme, c'est pas ce qui est sur l'affiche. Au départ, on parlait de financer un projet photovoltaïque. C'est un sujet qui est éternel, mais je préférais mettre l'accent, et nous préférions mettre l'accent sur la rénovation. Alors, les chiffres que je vous mets sont totalement critiquables et challengeables, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des exploitations, il y a très peu de bâtiments réellement équipés. C'est des choses qu'on nous remonte, que nous remontent les chambres d'agriculture, que nous remontent des centres de gestion comme le CERF France, et tout le monde se désole qu'il n'y ait que du bâtiment neuf. Voilà, on parle de... Voilà. Je parlais de vous à l'instant. Et on nous remonte que effectivement, beaucoup de bâtiments existants sont les oubliés du photovoltaïque, et vraiment les oubliés. On se focalise sur le bâtiment neuf. Vous trouverez ici, y compris chez nous, de nombreuses offres de hangars agricoles et hangars même qui plus est gratuits parfois. Pareil, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu une réalité. Et on oublie le bâtiment existant. Donc le bâtiment existant, c'est une mine, une vraie mine, comme une mine d'or, mais c'est une mine de photovoltaïque. Ce sont des dossiers qui sont beaucoup plus faciles à approcher finalement que ce qu'on veut bien croire. Et on les oublie parce que nos services commerciaux, nos services marketing, nos priorités sont à faire des choses faciles à vendre. Et ce qui est facile à vendre, c'est un bâtiment neuf. On va se désoler parfois que le bâtiment n'ait pas son utilité propre en termes agricoles. C'est long à développer. Et à côté de ça, on a un gisement qu'on n'exploite pas, qui est la toiture, qui est déjà dans la cour. Donc l'idée, c'est de casser un peu casser les pattes des idées préconçues. Et c'est ce que vous allez faire tout de suite en nous présentant les arguments en faveur de la rénovation de toiture et photovoltaïque. Je vais essayer. Donc il y a plein de questions. Alors j'ai au premier rang de nos chargés d'affaires, il se prend plein de questions quand il est chez les clients. C'est toujours est-ce qu'on peut le faire ? On me dit qu'il ne faut pas le faire. Il paraît que c'est compliqué. Ça ne se finance pas. L'assureur ne voudra pas. Enfin bon, on n'a que des c'est un peu radiotracteur, quoi. Tout le monde dit quelque chose. Le commercial de votre concurrent m'a dit qu'on ne pouvait pas. Bon. Donc voilà, le problème c'est qu'on se pose vraiment tout un tas de questions et qu'on se fait un monde de quelque chose qui est pour nous assez simple, même si ça demande du travail, et qui vient créer des blocages que je dirais d'abord psychologiques. Donc c'est des croyances en fait finalement tout ça. C'est des croyances, c'est des dogmes qui s'installent petit à petit, et parce qu'on l'a entendu 10 fois, on pense que c'est vrai, et parce que quelqu'un vous a dit que c'était compliqué, on ne le fait pas. Et pour autant, on verra ça plus tard, c'est d'une accessibilité incroyable, si on s'y penche sérieusement. Alors j'ai des chiffres qui
qui vont se recouper un tout petit peu. Alors, pareil, quand on met des chiffres, c'est histoire de pouvoir les critiquer. J'ai pris une équation économique tout simple, c'est ce qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est le bâtiment neuf, 350 kW. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le produit. C'était le 100 kW à une époque, et, la baguette du boulanger, et aujourd'hui c'est 350 kg. J'ai été prudent sur beaucoup de chiffres pour qu'on ne soit pas dans l'exagération. Quand on a fait un bâtiment neuf, qu'on a payé ses charges d'exploitation et qu'on a payé son annuité sur la centrale, bah, finalement, il reste à peu près 20 000 euros de cash par an. Je parle pas hors impôt, voilà. Et cette somme-là, elle va servir à payer un bâtiment neuf, le fameux bâtiment neuf. Bah, avec ça, on peut se payer un beau bâtiment. Pardon, ça va rester de 17 000 euros. Donc, on va se payer entre 17 et 20 000 euros de bâtiment neuf par an. C'est assez séduisant. Si vous passez par un tiers investisseur, lui va payer un bâtiment neuf et garder bien sûr sa marge parce qu'il faut qu'il vive aussi. Donc on peut se dire, ben, c'est pas mal, j'ai plutôt intérêt à faire un bâtiment neuf, je vais pouvoir me financer et payer 17 000 euros d'annuité de bâtiment si je le fais tout seul. Le même bâtiment, enfin en tout cas le même projet photovoltaïque, le même sur un bâtiment existant, ben, j'ai rajouté une ligne. Là j'ai pris un exemple de 75 000 euros de budget de rénovation, c'est des exemples qu'on a chez nous sur 1500 mètres carrés. Et là, on a des gens qui s'arrêtent et qui disent « je ne mettrai pas 75 000 euros sur ma couverture » ou sur des pannes de ma charpente ou sur, on prend des termes techniques, des bracons, etc., etc. Je ne veux pas le faire. Pour autant, on voit qu'il reste encore 11 000 euros par an. Alors, je suis encore pessimiste. Si on va dans certaines configurations, on produira plus. Et ramener ça sur 30 ans, c'est quand même 300 000 euros. Donc, il y a des gens qui vous disent, et c'est principalement dans le monde agricole, parce que vous avez fait un rappel sur les obligations réglementaires. Avec les obligations réglementaires, dans le monde tertiaire, dans le monde industriel, nos clients trouvent des solutions, parce qu'ils doivent le faire. Et ils doivent le faire, et malgré tout, ils gagnent de l'argent. Dans le monde agricole, on n'a pas d'obligation à rénover une toiture ou à atteindre des objectifs de production ENR, donc on ne le fait pas. Et donc on préfère tirer un trait sur 300 000 euros de revenus que d'aller dépenser 75 000 euros sur la toiture. Alors moi ça me fait... voilà. Je trépigne, j'en peux plus et on cherche des clés pour convaincre nos clients. Et alors là, on revient sur voilà, toutes les croyances, tout ce qu'on demande, tout ce que les gens nous disent. Alors bien sûr, moi je me mets à la place d'un éleveur, un bâtiment neuf c'est des meilleures conditions de travail, c'est plus d'espace, c'est mieux pour les bêtes, c'est visuellement du patrimoine en plus, donc c'est intéressant. Et pour autant, on voit cette évidence et on ne voit pas l'évidence qui est à côté. Et donc voilà, les objections qu'on a, elles sont toutes là. Il faut une attestation de structure, ça ne sert à rien. Alors, il y a l'amiante, au passage, il y a l'amiante. J'ai de l'amiante, je ne suis pas obligé de l'enlever. Pourquoi je l'enlèverai? Éventuellement, je le ferai tout seul quand j'aurai le temps. Alors, je ne veux pas porter la poisse à qui que ce soit, mais en 17 ans, dans mon entourage professionnel, 3 morts qui ont voulu enlever l'amiante eux-mêmes. Et aussi, j'ai un credo, c'est... Il n'y a pas moins de sécurité dans le monde agricole que dans le reste. J'ai du mal à me résoudre au fait qu'on irait avoir des bâtiments moins performants, des bâtiments plus pollués, des gens qui prennent des risques inconséquents. L'équation aujourd'hui avec la rénovation, c'est qu'on peut et rénover un bâtiment sans prendre de risques et gagner de l'argent. Et toutes ces choses, là, ces objections qu'on nous oppose, reviennent toujours au même raisonnement, c'est je ne veux pas avancer de frais d'études et je ne veux pas faire de travaux parce que peut-être que j'ai peur que ça ne me rapporte pas assez d'argent. Donc on est beaucoup dans le blocage. Et quels sont les leviers alors pour aller justement débloquer ces croyances, ces peurs, ces pensées limitantes qu'on a dans ce milieu-là? Je pourrais vous faire croire que j'ai la martingale, mais on ne l'a pas forcément. On essaye plusieurs choses. Alors il y a un thème qui était à la mode il y a 6-7 ans, mais qui n'est plus du tout, c'est le en même temps. Ce qu'on essaie de passer comme message, c'est oui, faites votre bâtiment neuf, et n'oubliez pas votre bâtiment existant. Si je me retourne, si j'ai un projet, et que j'ai 2 projets en un qui va s'équilibrer avec un bâtiment neuf, et un qui va rapporter
parce qu'on ne crée pas de construction et on n'est pas forcément en train de créer un bâtiment qui est trop grand. Donc on va générer plus de revenus sur le même projet. Donc on va plutôt être partisan de faire 2 projets en un neuf, un existant. Et s'il n'y a que l'existant, je ne vais pas dire qu'on va cacher les coûts réels à notre client éleveur, mais on va lui dire voilà votre bénéfice, voilà ce que vous gagnez. Laissez-nous faire la cuisine interne, on montre tout, mais laissez-nous faire et concentrez-vous sur ce que vous gagnez, ou en tout cas ce que vous ne gagnerez pas si vous ne le faites pas. Donc c'est du travail de corps à corps, Julien le sait bien, c'est un travail de conviction, et il y a aussi un travail de sensibilisation sur le fait qu'un bâtiment agricole ne doit pas être moins conforme qu'un bâtiment industriel. On entend beaucoup de vieilles lunes qui nous disent c'est un bâtiment agricole, c'est pas grave, ça passe. Et donc on passe aussi beaucoup de temps à démonter des arguments qui sont sans fondement juridique, sans fondement technique. Alors c'est un peu dur parce qu'on est un peu les rabat-joie parfois sur notre secteur. Et il y a toujours un commercial, un technicien qui va vous dire non, mais moi je m'engage, je vous l'écris sur un bout de papier, etc. Dans l'approche qui est la nôtre, c'est qu'on sait que le jour où on quitte un chantier, notre client il a 30 ans devant lui d'exploitation. Et dans ces 30 ans, il doit être tranquille, il doit être rassuré. Et tout ce qu'on fait, c'est pas pour embêter l'attestation d'assurance, l'attestation de charpente, c'est pas pour embêter, c'est pour que les gens soient tranquilles. C'est pour que mes amis banquiers soient tranquilles. C'est pour que je ne perde pas mon assurance. Parce que si je perds mon assurance, dans la pyramide de mes partenaires, en haut, j'ai l'assureur. C'est le partenaire numéro 1. Le deuxième, bien sûr, c'est mes équipes. D'accord ? Et après, ça se joue entre mon banquier et mes clients. Et donc, si on perd notre assureur, tout se casse la figure. Alors, vous allez dire, Copper Green est parti, c'est pas grave, l'assureur sera toujours là. Mais votre partenaire, vous le perdez, l'assureur va peut-être vous lâcher, il va peut-être dire que ça a été fait en dehors des normes. Donc nous, on se bat pour avoir une revue très très précise des approches techniques de ces dossiers et ne pas sous-estimer le besoin de sécurité d'un agriculteur. Et donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ce n'est pas forcément bâtiment neuf ou rénovation. On peut aussi combiner les deux. Alors, on peut combiner les deux, alors soit sur une seule et même opération de développement, pourquoi pas, ou en 2 opérations. Parce qu'il y a quand même des bénéfices très très importants à faire un bâtiment existant, c'est la rapidité. L'urbanisme est beaucoup plus court, c'est 1 mois, il y a très très peu de recours par rapport à un permis de construire. Donc l'urbanisme c'est 1 mois. On sécurise donc son fameux tarif d'achat qui est le Graal, hein, c'est le ticket gagnant, c'est la queue du Mickey. Donc on va sécuriser le tarif très très vite pour faire sa centrale. Il n'y a pas de travaux très lourds parce qu'une rénovation de toiture ça peut se faire très très vite. Il n'y a pas de construction à prévoir. Il y a très peu de financement à demander. Donc on peut faire un projet en rénovation tout de suite pendant qu'on fait la gestation du projet neuf. Donc c'est vraiment le et c'est pas le ou, jamais. Et quand il y a une inquiétude, alors on n'est pas là pour faire forcément de la promotion, mais on peut se substituer à notre client, même temporairement. On peut dire à notre client, écoutez, si vous avez peur, on va porter le projet, on va vous le rétrocéder une fois qu'il sera fait. C'est-à-dire qu'on prend le risque. Sur les 500 projets qu'on a fait, je pense qu'on a au moins 70% qui sont de la rénovation. Donc ça prouve bien que la rénovation, ça marche. Nous, on en a fait en tant qu'investisseurs, et j'ai des clients d'ailleurs des fois qui, quand ils ont un doute, ils se disent entre eux, mais si Hervé Duclos l'a fait pour lui, c'est que c'est rentable. Donc on va le faire. Donc ce qu'on va essayer de proposer, c'est on va porter le projet, on va prendre vous êtes sûr de le faire, vous vous engagez, on porte le projet, on porte les coûts, et quand on prouve que ça marche, on vous rend les clés. Parce que nous, on n'a pas ces freins psychologiques. Et du point de vue du banquier, est-ce qu'il y a une préférence pour rénovation ou bâtiment neuf ? Alors il n'y a pas de préférence, on va vraiment regarder les deux. Un point important sur la partie rénovation, on va faire un focus sur les études de structure quand même, pour 2 raisons principales. Déjà le poids des panneaux qui est à peu près de 15 à 20 kg par mètre carré, qui est important, il faut que la charpente puisse supporter le poids des panneaux et que ça ne s'écroule pas. Et une deuxième raison, c'est qu'on a vu des cas où les assurances ne suivaient pas en cas de sinistre si l'étude de structure n'avait pas été réalisée. Donc double enjeu qui est vraiment important et qu'il faut prendre en compte dès le début du projet pour savoir si on se lance ou si on n'y va pas.
Donc c'est vraiment pour moi la première étape dans le développement des projets. Vous accompagnez, vous, Copper Green, sur cette étape-là d'études Justement, ça Oui. fait partie des coûts Oui. qui sont à diligenter obligatoirement. Donc nous, on a notre propre bureau d'études pour la partie technique solaire et un réseau de partenaires de bureaux d'études structure qui vont faire d'abord des pré-diagnostics, parce qu'on sait très bien à un moment ça penche d'un côté ou de l'autre pour savoir, sans mauvais jeu de mots, hein. Ça penche d'un côté ou de l'autre, est-ce que je vais faire une étude ou pas? Et ensuite, on fait une vraie étude. Et alors, effectivement, vous surveillez ce genre de choses. La grande vigilance, c'est méfiez-vous de l'attestation sur papier libre, le bâtiment est conforme. Il faut s'en méfier. Ce sont des promesses. L'étude doit être faite. C'est tout comme on pourrait parler de l'assurance. Effectivement, la personne qui vous fait l'étude, qui n'est pas assurée pour faire l'étude. Alors, certains charpentiers, beaucoup de charpentiers le sont, certains ne le sont pas. Une étude qui n'est pas adossée à une assurance, le jour où il y a un problème, alors, certains me diront qu'il n'y aura jamais de problème. Et j'avoue que depuis 17 ans et 500 projets, il n'y a pas eu de problème de ce type-là. Il n'y en a pas eu. Mais le jour où il y a un problème, vers qui on se retourne, et le jour où votre partenaire n'est plus là parce qu'il s'est vendu ou il a fait autre chose, vers qui se retournent les assureurs et les banquiers, vers l'assureur qui était le nôtre, et il dira oui, mais ça a été fait en dehors des normes. Donc oui, l'accompagnement doit être total, et nous on attire beaucoup l'attention sur ceux qui sont pessimistes, on essaie de les contourner, mais ceux qui sont trop optimistes, en disant mais oui, ça passe, rassurez-vous, chez le voisin ça passe, etc. Mais le jour où il y a un problème, c'est pas le voisin qu'on va appeler, c'est bien votre cas qui sera sinistré. Alors, vous l'avez dit, la rénovation, c'est possible, c'est faisable, mais quelles sont peut-être les conditions, les critères quand même qu'il faut pouvoir cocher? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des cas où c'est pas possible. Quels sont les critères qu'il faut avoir sur son bâtiment existant pour que ça soit faisable? Alors, je pense qu'il y a un critère qui est malheureusement économique et un critère de taille. Sur un petit bâtiment, c'est souvent compliqué. C'est quoi un petit bâtiment? Ça change tous les jours, mais je dirais peut-être moins de 500 mètres carrés, ça peut être compliqué. De toiture équipable, ça peut être compliqué parce qu'on va avoir des approches forfaitaires au départ. Vous savez, quand vous vous déplacez, il y a toujours un coût d'étude de base et après on fait des économies d'échelle. Donc une petite toiture, c'est impossible. Après, il y a des structures qui sont manifestement très très faibles. On se concentre souvent sur la toiture. Parfois, il y a la partie structure, les poteaux qui sont vraiment défectueux, déficients. On a des maçonneries qui sont très douteuses. Qui ne connaît pas un terrain où on a fait soi-même ses massifs, ou son grand-père, ou son père, etc. Bon, nous on dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc il ne faut pas y aller. Donc il y a des évidences. Donc et là, faut faire confiance à son instinct. Et parfois, il faut partir. Mais il y a aussi des évidences qui nous emmènent vers des choses assez faciles. Une toiture en fibrociment, bien souvent, porte en elle la capacité à avoir cette fameuse charge. On parle souvent de charge. Alors, la charge, c'est une chose, c'est une charge, pas encore fait technique, c'est une charge uniforme sur la toiture. Après, il se peut que le bâtiment ait ses spécificités. Par endroit, il est un peu faible. Et d'un côté, on pourrait exagérer en disant il y avait de l'amiante, tu déposes, tu reposes, ça marche très bien. Un peu court. Après, il y a l'excès de prudence qu'il ne faut pas non plus mettre en avant. Donc une toiture en fibrociment, surtout si elle est ancienne, on a une très forte présomption de la rendre compatible. Néanmoins, étude, peut-être renforcement, peut-être un soupçon de travaux. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous rajouter avec ça? Voilà, donc le premier point, c'est le plus important, c'est des leviers psychologiques, c'est lutter contre toutes les forces négatives sur ces rénovations. Parfois, elles sont chez nous, elles sont dans nos forces commerciales, elles sont chez ce qu'on a vu ailleurs. Je pense qu'il n'y a aucun sujet qui n'est pas envisageable en termes de rénovation. J'ai mis écouter les professionnels, donc ça c'est une tarte à la crème. C'est vérifier que les gens qui vous disent ça sont habilités à vous dire ça. Donc par exemple chez nous, nos propres chargés d'affaires ne sont pas habilités à donner un avis sur une toiture. C'est pas leur boulot.
C'est pas leur boulot. Donc c'est pareil chez mes confrères. Voilà. Et votre voisin n'est pas habilité à donner un avis sur votre toiture. D'accord, hein. Et Monsieur Roche non plus. Personne. Donc on fait venir des pros. Donc, ça c'est le plus important. Et puis c'est de se convaincre qu'on a le droit dans le monde de l'agriculture au même niveau de sécurité que les autres. Sécurité de financement, sécurité assurantielle, sécurité pour les personnes aussi. Bien souvent on voit des bâtiments qui sont un peu moins protecteurs pour leurs occupants que dans l'industrie. Et ça c'est aussi une conviction. Mais d'où ça vient ça? C'est lié à quoi? C'est ça? Ouais. C'est ça, oui, c'est les coûts de construction, c'est peut-être une grande confiance dans la vie, hein, tout simplement. Donc, les bâtiments ont été parfois autoconstruits. Moi, je connais beaucoup de charpentiers qui se sont créés et leurs bâtiments ne sont pas tombés. Ils se sont créés en observant le bâtiment du voisin, donc ils ont fait le même et ça marche très bien. C'est les bonnes pratiques. Mais les bonnes pratiques voilà, font que ça n'a pas évolué forcément. Enfin, on peut aller très loin, mais aujourd'hui, il y a des conditions climatiques qui changent, il y a des accidents qui peuvent arriver. Malgré le manque de neige, il y a des chutes à cause de la neige plus fréquentes, la neige mouillée, etc. Donc les choses ont évolué et les codes de la construction dans le monde agricole n'ont pas beaucoup évolué. Donc c'est comme s'il y avait deux mondes. C'est comme s'il y avait une norme pour le monde agricole et puis une norme pour le reste du monde. Et bon, bah, donc on ne peut pas non plus tout changer d'un coup, donc on va essayer de prendre ce chemin petit à petit. Voilà. Donc voilà, en quelques mots, bah, nous ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on va systématiquement faire des diags ou demander des diags. On va systématiquement se faire engueuler par nos clients, systématiquement. On va systématiquement nous dire que les autres ne le font pas, systématiquement aussi. Ça c'est un grand classique. Souvent on dit donc on ne peut pas faire tous les projets. Hein, et donc on a tiré un trait sur le fait de faire tous les projets. En revanche, on ne fait que des projets rentables. Et comme on a cet engagement avec nos clients de dire si vous ne le faites pas, le projet que je vous développe, on est capable de le reprendre nous et d'investir, ça veut dire qu'on ne va faire que des projets sécurisés. À tout moment, si le client hésite, il nous dit écoutez, j'arrête, faites-le. Il sera monté de manière sécurisée et ce projet, même si un jour il veut le vendre à quelqu'un d'autre, on ne sait jamais, il sera vendable et il sera sécurisé selon les codes de la profession et la profession du monde de l'énergie, pas forcément la profession agricole. Et voilà. Et donc on peut accompagner les clients en co-investissant, en portant le financement et en lui rétrocédant sa centrale s'il le souhaite. Merci beaucoup. Écoutez, on va pouvoir prendre vos questions, vos remarques, vos témoignages, si vous en avez sur ce sujet de la rénovation de toiture et photovoltaïque. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Je vais venir vers vous avec le micro, donc n'hésitez pas à lever la main, à vous manifester, et je me rapprocherai de vous. Les gars qui font des rénovations et tout, d'office, ils font des sociétés, des trucs comme ça, ou des SAS, des... Vous parlez des éleveurs qui... Oui. Alors, de moins en moins, alors on s'éloigne un peu. Oui, non, de moins en moins. Alors, si vous faites un seul projet isolé, on n'est pas forcément à conseiller de créer une structure. Parce que l'époque a évolué, on a à peu près les mêmes chiffres hein, sur les charges d'exploitation. Donc toutes les charges que vous payez tous les ans ont une part très importante sur le chiffre d'affaires d'une société. Ce n'était pas le cas quand on vendait à 60 centimes. On pouvait créer une société par projet. Aujourd'hui, il faut faire vraiment attention à ces dépenses d'exploitation. Attention à l'assurance, attention aux coûts de gestion. Donc nous, on préfère conseiller de loger les centrales dans une société. Alors des fois, il y a une société commerciale sur place ou tout simplement dans le GAEC en fonction du chiffre d'affaires. Alors après, on n'est pas spécialiste de la gestion des GAEC, hein, chacun son métier, mais on va plutôt conseiller de ne pas créer des structures. Voilà. Et chez nous, on a 30 structures, c'est beaucoup trop. Et, voilà. Donc on ne conseille pas aux autres de faire pareil. Après, les bâtiments, ils ont été loués à un fermier. Si je suis le fermier, j'ai le droit de mettre une centrale puisque le bâtiment, quelque part, c'est moi le locataire.
Et Alors, surtout que de nos jours, maintenant, on fait des bails à long terme à cause des droits de succession. Alors voilà, il y a deux questions. Donc là, vous m'avez demandé de faire le rôle donc, du CERF France, maintenant celui du notaire. On va faire. Non, mais vous devez voir les cas. Ouais, quand même. je vois les cas. Je pense que dans l'absolu, quand vous louez un bâtiment, vous le louez en entier. Et c'est vrai que cette question de la toiture, elle ne s'est jamais posée avant le photovoltaïque. À qui appartient la toiture? On ne s'est jamais posé la question. Alors si quand il pleut, on dit le propriétaire doit le clos et le couvert. Donc ça reste le cas. Donc c'est à vérifier dans le contrat. Mais dans l'absolu, la toiture, vous l'avez louée. Mais vous ne passerez pas au travers d'une autorisation de votre propriétaire pour l'exploiter. Et puis vous avez raison, c'est que votre projet là, sur le toit, il est parti pour... On disait 20 ans avant, on dit 30 ans maintenant, on dira bientôt 40, 50, 99 ans. Ça serait dommage le jour où vous partez de laisser ça au propriétaire. Donc il y a forcément une discussion à avoir. Même si on touche 11 000 par an. Pardon? Même si on touche 11 000 par an. Bah oui. On n'a rien à foutre de la laisser au bout de 20 ans. Il y a une Les 11 000 ont payé le fermage. Il y a une valeur. Il y a une valeur, même quand c'est amorti, il y a encore une valeur. Vous savez, la production baisse très peu dans le temps, beaucoup moins que ce qui avait été imaginé. Donc il y a des décennies à courir après les premiers contrats. Ça a une valeur. La valeur, elle est pour celui qui a pris le risque. Si vous avez pris le risque, il faut faire attention que... Et au début, vous avez commencé une obligation des bâtiments de plus de 500 mètres carrés d'avoir du photovoltaïque. Les agriculteurs étaient dedans ou pas? Non. Donc ça vous explique votre question pour savoir pourquoi l'agriculture est... Oui, mais l'agriculteur, il a toujours un petit régime à part. C'est comme ça. Vous avez une force de conviction. Vous n'avez pas des chars d'assaut, vous avez des tracteurs, donc ça fait peur au pouvoir. Je pense l'obligation, je ne suis pas devin, puis je ne suis pas non plus homme politique, mais vous n'êtes pas près de l'avoir. Vous n'êtes pas près de l'avoir, l'obligation. Voilà. Non, en revanche, vous avez des opportunités. Et dites-vous un truc, c'est que si les autres le font et que ça marche, si un truc dont on est sûr, c'est que s'il y a un peu d'argent à gagner, en général, voilà, vous savez le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Tout à l'heure, vous parliez sur les fibros. Les fibros, ça tiendrait, si la charpente et si toutes les si toutes les conditions sont réunies, ça peut le faire sur des fibros? Alors, donc je me suis mal exprimé, ça me donne l'occasion de préciser, pas sur du fibro, à la place du fibro. Déjà de manière générale, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit vite fait le mot amiante. Ne laissez jamais personne poser sur de l'amiante, parce que vous allez au-devant de problèmes. Ne posez jamais une centrale photovoltaïque sur une toiture qui est en fin de vie. Alors fin de vie, on n'est pas devin, mais si elle a déjà 30 ans, ne posez jamais de photovoltaïque là-dessus, parce que le jour où il y a à intervenir, le coût de dépose, de repose, etc., ça va vous flinguer votre business plan, vos revenus. Donc il faut faire preuve un peu de discernement sur la toiture. Et donc pour revenir au fibrociment, donc amiante, c'est mort. De toute façon, elles ont toutes plus de 25 ans, donc il faut commencer à se poser des questions, même si elles peuvent faire encore 20 ou 30 ans. Et sur du fibro récent, dans notre cas, nous, si la toiture est conforme aux règles de pose, s'il y a encore une garantie décennale, si le constat qu'on fait est bon, on va étudier la charpente pour rajouter du fibrociment. En revanche, ça coûte très cher en sécurité parce que le fibro, ça reste une toiture difficile à appréhender pour circuler. Donc on met des filets de sécurité en dessous. Ça aussi, c'est un coût et ça fait toujours peur. Les autres ne le font pas, c'est ce qu'on va nous dire. Mais l'avis de mes salariés est plus important que l'avis des salariés de mes concurrents. Donc nous, on le fait. Et je veux pas qu'il y ait un mort chez vous, donc on va mettre des filets, ça coûte cher. Et quand je parlais du poids, en fait, si vous enlevez un fibrociment, que vous mettez un bac acier simple pot et des modules, vous avez globalement la même charge. Ça ne veut pas dire que c'est totalement conforme, mais donc on enlève et on met. La conviction chez nous, c'est que si la toiture elle est récente, on ne va pas enlever et mettre parce que développement durable, c'est pas enlever et jeter. Si vous me dites j'enlève le fibro récent pour mettre du bac acier et le fibro récent je vais le poser ailleurs,
on vous dira oui. Si c'est pour l'enterrer, on vous dira non. Mais ça, c'est nos valeurs. C'est pas technique, ça. Donc voilà. Donc un fibro, c'est 25 km² à peu près, et un bac acier plus une installation photovoltaïque, c'est 25 km². On a une bonne suspicion que ça va marcher. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, une réaction, un témoignage? Oui. Bonjour. Je prétends pas avoir la même expertise que vous, mais il me semble qu'on peut aussi financer le désamiantage et se retrouver avec un projet donc équilibré financièrement et un bâtiment correctement couvert avec le bénéfice de la vente de l'électricité photovoltaïque. Alors je crois deviner votre question quand vous dites financer, c'est se faire aider. Non, pardon, c'est pas ça la question. C'est surtout avoir une idée des tarifs de désamiantage en le faisant correctement dans les normes. Alors, je ne suis pas le spécialiste pour faire des devis sur le coin de la table. Vous avez compris, c'est tout l'objet de mon intervention. Donc je ne vais pas vous faire un devis sur le coin de la table. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Voilà. La seule réponse que je vous dis, ça passe. Et ça passe large. Voilà. Ça passe mieux quand il n'y a pas d'amiante. Ça passe mieux quand la charpente est conforme. Et ça passe mieux quand le bac acier est neuf. Mais ça passe quand même. Donc voilà. Mais ça me permet de dire, oui, il y a aussi certains ont entendu parler, ceux qui sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des subventions amiantes. Bon. Budget restreint. Voilà, je dis bon. Bon, fallait passer les premiers, fallait être au courant, fallait être initié. C'était une très bonne idée. Oui, sur Thierry Roche, Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Juste pour l'amiante, en fait, il existe quand même une aide pour les éleveurs dans le cadre de déconstruction sur du bâtiment d'élevage et sur du bâtiment de stockage de fourrage. C'est la mesure 201 du cadre FEADER porté par le Conseil régional. Donc celle-là, au moins, elle est un peu durable dans le temps puisqu'elle est validée jusqu'en 2027. Donc après, bon, il y a la grille de sélection, les points, les choses comme ça. Mais l'amiante reste, malgré tout, un critère de facilité de projet photovoltaïque avec une vraie rentabilité, comme la structure de charpente, comme le raccordement. Plus le raccordement est loin, plus c'est compliqué quand même. Mais ça reste à étudier. Et la difficulté, c'est aussi que les agriculteurs, et comme vous le disiez, les concepteurs, ils préfèrent faire quand même du neuf. C'est plus facile, moins de problématiques que de faire de l'ancien. Voilà. Et ce que je dis aussi, c'est par rapport au neuf, il faut faire attention à la nécessité agricole. C'est-à-dire que l'État va regarder que le besoin agricole nécessite une surface de stockage, voilà, surtout sur la surface de stockage. Et donc là, on a quand même aussi de plus en plus de refus de permis à cause d'agriculteurs qui veulent faire beaucoup plus grand que ce qu'ils ont besoin pour l'agricole. Donc il faut faire attention. Et je pense que ça a été aussi guidé par des gens qui veulent faire du contrat énergétique, quoi. Voilà pour cette précision. Mais ouais, après, il faut regarder un peu comment va évoluer le marché. Ça fait 5-6 ans que le bâtiment neuf, le bâtiment gratuit, le tiers investisseur sont devenus le modèle unique dans notre métier, ou quasi unique, ou en tout cas dominant. Dominant, en tout cas, c'est ce qui influence tout. Il y a des départements, Cantal, Aveyron, etc. Il y a un taux d'équipement qui devient tellement important que ce secteur va forcément plafonner. Ceux qui viennent proposer que ce modèle-là, ils vont arrêter de le proposer. Et ils n'iront pas forcément s'embêter, comme dit Monsieur Roche, ils ne vont pas forcément s'embêter sur la rénovation de toiture. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce montage-là, du bâtiment gratuit, tout compris, etc., dans 3, 4, 5 ans, il aura disparu. Donc ceux qui cherchent un partenaire tiers investisseur doivent plutôt se concentrer sur leur bâtiment existant à terme, sauf à faire très vite.
Voilà, et que c'est effectivement c'est plus compliqué, donc ça n'attirera pas les mêmes personnes. Et là, il faudra être très vigilant sur ses partenaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ou réagir par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur ce sujet de la rénovation de toiture et du photovoltaïque? On a fait le tour. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Mot de la Oui, fin. petit mot de la fin, bien sûr. Petit mot de la fin, du coup, si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir pour regarder les financements. Soit on vous mettra en contact avec des entreprises compétentes qui sont devenues partenaires de la BTE. Si jamais elles ne le sont pas, pour nous, l'idée c'est vraiment de rechallenger les business plans, de vous accompagner, de comparer les prix. Donc, si jamais elles ne le sont pas, si elles ne sont pas partenaires, si elles ne sont pas compétentes, c'est du coup, on vous accompagnera et on challengera en fait le business plan de votre installateur pour faire vraiment un BP qui correspond à la réalité en reprenant les charges d'exploitation, assurance, maintenance, en comparant avec les moyennes des projets qu'on voit en ce moment. Pareil sur les coûts d'installation des projets. Et donc l'idée pour nous, c'est d'avoir des clients qui sont en forme, qui se portent bien. Et c'est avec ça qu'une banque tourne bien aussi. C'est vraiment qu'il y a un équilibre global. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si jamais vous avez des projets. Merci beaucoup Maxime, vous restez dans les parages si jamais quelqu'un du public veut venir vous poser une question, et puis sinon on peut vous retrouver aussi sur le stand de la BP Aura qui est dans le hall 1 du sommet. Merci beaucoup à tous les deux, merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Si vous voulez rester, n'hésitez pas à le faire puisque nous avons une autre conférence qui va démarrer dans quelques minutes sur l'agroéquipement, la traction électrique. Donc je vous invite à rester ici. Vous pouvez aussi prendre le programme pour regarder ce qui est proposé plus tard en fin de journée, demain et vendredi également. Merci beaucoup et bonne visite sur le sommet.